Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et avec Guillaume Tabar, donc ce vendredi encore. Guillaume, bonjour. Bonjour Bernard. Le discours de M. Macron tout à l'heure au Mureaux est très attendu. Il va parler des séparatismes. Les Mureaux, c'est tout près de Paris, là, dans la banlieue. Le chef de l'État, selon ce que vous savez, Guillaume, va-t-il frapper fort pour parler brutalement? Écoutez, frapper fort, ça signifie d'abord nommer les choses. Alors vous savez qu'il y a eu un grand débat en Macronie, c'est fallait-il parler exclusivement du séparatisme islamiste ou élargir la question au séparatisme au pluriel? Alors sur le plan sémantique, la question est tranchée, ce sera le pluriel, pour éviter de donner le sentiment de pointer une communauté particulière, même si on voit mal quelle autre forme de séparatisme aujourd'hui pourrait mettre en péril la République, a fortiori générer des actes terroristes. Alors cela dit, Emmanuel Macron sera quand même très clair tout à l'heure. Oui, c'est bien l'islamisme, l'islam politique, l'islam radical, qui l'invitera à combattre, et à combattre, précisera le président, dans l'intérêt même des musulmans de France, qui sont les premiers à souffrir du dévoiement de leur religion. Donc premier point, oui, l'adversaire sera clairement désigné. Et second point, Macron formulera des propositions très concrètes qui prendront place dans le projet de loi qui sera porté par Gérald Darmanin et Marlène Schiappa, présenté en Conseil des ministres en décembre et débattu au Parlement à partir du mois de janvier. Alors, ces propositions, elles viseront à renforcer la neutralité du service public, pas de salle de prière dans les entreprises de transport, par exemple. Elles viseront à mieux contrôler les établissements scolaires hors contrat, à interdire les certificats de virginité, à lutter contre la polygamie ou encore à obliger les associations à clarifier entre ce qui relève du culturel et ce qui relève du cultuel, ce qui passera aussi par un petit toilettage de la loi de 1905. Du coup, est-ce qu'on peut dire, Guillaume Tabar, qu'il y aura un avant et un après ce discours, vu son importance, en tout cas sur le papier? Alors dans les mots, sans doute, c'est même l'objectif, mais la vraie difficulté, c'est qu'Emmanuel Macron ne peut pas se contenter d'avoir des mots forts. Il lui faut aussi, si j'ose dire, viser juste, c'est-à-dire prendre des décisions qui tiendront la route sur le plan juridique pour ne pas être retoqué par la suite. Et ce n'est pas évident, car quand on veut s'attaquer au séparatisme, on touche aussi aux libertés publiques et à une définition assez encadrée de la laïcité. Donc le plus concret, le plus efficace risque ainsi d'être ce qui est le plus technique et donc peut-être le moins grand public. Je pense par exemple au passage du statut loi 1901 sur les associations au statut loi 1905 sur l'organisation des cultes. Alors pour être bordé juridiquement également, vous verrez qu'on sera plus dans le registre de la recherche de la transparence, de la clarification, que dans celui de l'interdiction en bonne et due forme, car fermer un commerce ou une école, expulser un imam qui libère sa haine, ça n'est pas aussi simple que ça, mais au moins on pourra dire que la menace islamiste est traitée enfin au plus haut niveau de l'État, pour la première fois de manière si explicite et si concrète. Donc je vous le rappelle, le discours d'Emmanuel Macron tout à l'heure, avant midi, au Mureaux, dans la banlieue de Paris. Merci beaucoup Guillaume Tabar, je vous souhaite un bon week-end. Merci à vous aussi. Vous serez à l'antenne lundi matin, bien sûr, dans la matinale de Guillaume Durand. Il est 8h16 exactement sur Radio Classique. C'est l'heure de notre invité politique. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec Le Figaro. Et cette invitée, donc, c'est Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, qui est en studio avec nous. Madame Borne, bonjour. Bonjour. Où en sommes-nous précisément en matière d'ouverture-fermeture? On sait ce qui se passe à Marseille et Aix, tout est fermé, je parle des bars, des restaurants. Peut-être ça le sera aussi dans la région parisienne, au moins dans la capitale à partir de lundi, si la pandémie ne se calme pas. Comment appréhendez-vous la chose, vous, au ministère du Travail? Comment aider tous ces commerces, ces dizaines de milliers de commerces qui ferment le rideau et qui n'ont plus aucun revenu? Alors d'abord, effectivement, Olivier Véran a fait le point sur la situation sanitaire et on voit qu'au-delà d'Aix-Marseille, il y a un certain nombre d'autres grandes métropoles, dont Paris, Lyon ou Grenoble, dans lesquelles la situation sanitaire est préoccupante et donc qui pourrait passer dans ce qu'on appelle maintenant les zones de vigilance maximale avec un certain nombre de restrictions. Moi, je vais le dire très clairement, on est vraiment aux côtés des professionnels qui sont concernés. Le Premier ministre les a reçus, notamment les hôtels, cafés, restaurants, cette semaine, et on a annoncé que tous ces secteurs qui sont pénalisés par des fermetures ou des restrictions importantes sont
accompagner encore plus fortement qu'ils l'ont été depuis le début de la crise, avec notamment une activité partielle prise en charge à 100% par l'État jusqu'à la fin de l'année. Donc on est aux côtés de ces secteurs. En même temps, ils nous ont tous dit que finalement leur objectif c'est plutôt de pouvoir continuer à travailler. Bien sûr. Et donc du coup, Olivier Véran a annoncé on est prêt à regarder avec eux s'ils peuvent proposer des protocoles sanitaires renforcés dans leurs établissements pour permettre à la fois d'atteindre les objectifs sur la protection sanitaire des Français et en même temps permettre de poursuivre l'activité. Mais ils ont déjà fait énormément. Vous êtes peut-être allé au restaurant ces dernières semaines, Madame Borne, vous avez vu l'écartement des tables, la jauge diminuée de moitié, etc., etc. Tout le monde porte un masque, sauf pour manger. Écoutez, je pense que d'abord certains l'appliquent plus ou moins bien. On a aussi évoqué des hypothèses, vous savez, de séparation avec des plexiglas. Et puis il y a tout ce qui est consommation au comptoir. Et là, c'est vrai, quand vous êtes au comptoir, par définition, vous ne respectez pas les distances les gestes barrières. En tout cas, vraiment, moi je vous dis, je pense que on a montré qu'on savait en entreprise mettre en place des protocoles sanitaires qui sont protecteurs de la santé des salariés et qui permettent néanmoins de poursuivre l'activité. C'est le protocole qui est en place depuis le 1er septembre en entreprise, avec le port du masque obligatoire quand on est à plusieurs dans un espace de travail. Toutes les entreprises qui appliquent et qui appliquaient même avant ces nouvelles normes, ces règles, nous disent on n'a pas eu de chaîne de contamination. Donc moi je pense que c'est possible d'avoir à la fois son activité qui se poursuit en assurant la sécurité sanitaire, et donc c'est là-dessus qu'on va continuer à travailler avec eux. Alors, vous parlez du chômage partiel, il est donc prolongé pour tous ces secteurs extrêmement sensibles et faibles finalement économiquement jusqu'au moins le 31 décembre. Le chômage partiel a déjà coûté 22 milliards d'euros aux caisses publiques, en quelque sorte. Est-ce qu'il n'y a pas un seuil au-delà duquel on ne peut pas aller, ou est-ce que c'est infini cette histoire-là ? Écoutez, on doit protéger ces entreprises. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse effectivement avoir une activité qui se poursuit, et c'est pour ça qu'on a ces protocoles sanitaires, mais on ne peut pas laisser tomber ces secteurs. On a cette activité partielle qui a couvert jusqu'à 9 millions de salariés, vous savez, au plus fort de la crise. Oui. Heureusement, l'activité reprend, et au mois d'août, il y avait 1,3 million de salariés qui étaient concernés. On a maintenant un outil très puissant. Vraiment, la priorité, c'est de protéger les emplois, de protéger les compétences dans les entreprises, et c'est maintenant l'activité partielle de longue durée qui fait l'objet d'accords dans plus de 300 entreprises qui protègent plus de 50 000 salariés. On a besoin de ces outils pour pouvoir garder les salariés, les former, et que les entreprises soient plus fortes pour rebondir au sortir de la crise. Elisabeth Borne, 700 000 jeunes sont entrés sur le marché du travail, donc pour la première fois, au sortir de leur formation au début du mois de septembre. Donc on a 30 jours de recul derrière nous. Vous avez mis en place, vous le gouvernement, vraiment des facilités d'embauche. C'est-à-dire qu'en gros, si on embauche un jeune en apprentissage, par exemple, ça coûte quasiment rien à l'employeur. Je fais simple pour résumer. Est-ce que ça marche ? Est-ce que vous avez un chiffre à nous annoncer sur les 700-800 000 jeunes? Il y en a combien qui ont trouvé du boulot? Écoutez, j'ai pas le décompte aujourd'hui, mais on a des outils, on accompagne massivement ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail pour qu'ils soient en formation ou qu'ils trouvent un emploi. Et effectivement, l'apprentissage, c'est une voie qui est formidable pour découvrir des métiers, y compris quand dans votre scolarité, vous n'avez pas forcément trouvé à vous épanouir. On peut découvrir d'autres métiers et on a en plus une voie qui permet d'arriver vers un emploi de façon très importante. C'est souvent 70% des jeunes qui ont suivi une formation en apprentissage qui trouvent rapidement un emploi. La rentrée de l'apprentissage se passe bien. Moi, mon objectif, c'est en 2020, autant d'apprentis qu'en 2019. Pour ça, on a beaucoup de démarches, la prime que vous avez mentionnée, donc qui permet en effet pour l'entreprise de préparer l'avenir en signant un contrat d'apprentissage avec un jeune qui sera formé dans 2 ans, dans 3 ans, quand on aura besoin de ses compétences. Mais on va aussi à la rencontre des jeunes. Vous savez, on a une tournée de l'apprentissage avec un bus qui va à la rencontre des jeunes. Et puis ce matin, je lancerai la nouvelle édition du Guide du routard de l'apprenant pour permettre aux jeunes de connaître tous les centres de formation autour de chez eux. Vraiment, l'objectif,
c'est avec ces aides massives qu'aucun jeune n'ignore l'accompagnement dont il peut bénéficier et de faciliter l'entrée en apprentissage. Elisabeth Borne, aujourd'hui, il y a un sommet à Bruxelles, un sommet de l'Union européenne. Aujourd'hui, notamment, on va beaucoup parler de l'emploi industriel en Europe, qui est terriblement mis à mal, en France comme ailleurs. Il y a des entreprises qui ferment, parfois de manière très contestable, comme celle de Pneus, par exemple, dans le Nord. L'État, dans une économie libérale comme la nôtre, ne peut pas s'opposer à ça. Quand une entreprise n'est plus rentable, le patron la ferme, vous ne pouvez rien faire. Écoutez, on a beaucoup d'outils pour accompagner des entreprises pour qu'elles retrouvent de la compétitivité. Vous savez, dans le plan de relance, l'industrie, c'est une priorité, de permettre que des activités industrielles nouvelles se développent, évidemment de protéger les activités industrielles, d'accompagner les investissements des industries, notamment dans la décarbonation. Et moi, je peux vous dire que les outils que propose le ministère du Travail, que ce soit l'activité partielle de longue durée, les accords de performance collective, pour restaurer la compétitivité de nos industries, c'est des outils puissants. Avec mes équipes, on discute à longueur de journée avec des entreprises qui peuvent avoir un trou d'air dans leur activité pour leur donner les bons outils, pour qu'elles gardent les salariés, qu'elles puissent les former et qu'on ait une industrie compétitive demain. Une toute dernière question, Elisabeth Borne. L'une des angoisses, ou au moins des interrogations, quant à l'hypothèse que Veolia rachèterait Suez, c'est en cours, toute cette histoire. Veolia a fait une meilleure offre qu'auparavant pour Engie. C'est justement un problème d'emploi. Si on fusionne deux grosses boîtes comme ça, peut-être que tout le monde ne s'y retrouvera pas en termes d'emploi. Est-ce que ça fait toujours sens, selon vous, Madame Borne, de fusionner Veolia et Suez, comme disait le Premier ministre? En tout cas, c'est que la priorité du gouvernement, c'est évidemment qu'on protège les emplois. Vous savez, ces entreprises, elles ont des contrats avec des collectivités. Il n'y a aucune raison qu'un rapprochement se traduise par des suppressions d'emplois. J'avais eu le PDG de Veolia qui m'a assuré que dans le cadre de son offre, il n'y aurait pas de suppression d'emplois. Et je pense qu'effectivement, le repreneur qui pourrait se présenter en alternative à Veolia, si ça devait être le cas, doit savoir que, évidemment, le gouvernement sera très attentif à ce qu'il n'y ait aucune suppression d'emplois. Et je pense que c'est tout à fait possible. Merci beaucoup. Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi donc, et de l'Insertion sur Radio Classique ce matin. Bon courage, Madame Borne, et je vous souhaite un bon week-end. Il est 8h25. La note américaine est à suivre sur cette antenne. Dans un instant, nous allons parler Covid-19 à la Maison-Blanche, bien sûr, juste après ceci.